Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire avec Ibamchi. Déclaré recevable après un débat houleux, le projet de loi électorale révisé a été envoyé à la commission PAJ de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Macron au Burkina Faso devant un auditoire composé essentiellement d'étudiants de l'Université de Ouagadougou, investiture du président Uhuru Kenyatta en présence d'une dizaine de chefs d'État. Voilà les titres qui se partagent l'actualité internationale. Merci de continuer à nous suivre, à nous faire confiance. Vous avez raison. D'abord, cette nouvelle, 4 personnes ont été tuées lors d'une attaque la nuit dernière dans la commune de Numbi, au sud Kivu, attaque attribuée au Mai Mai Nyatura. On compte également 5 blessés selon le chef de cette localité. La coopérative des exploitants miniers exige l'ouverture d'une enquête sérieuse pour démasquer les auteurs de ces crimes odieux. Plénière ce mardi à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur répondait aux critiques des députés soulevées au cours de la séance plénière de lundi consacrée à l'examen du projet de loi électorale révisé. Après les réponses du ministre, le projet de loi électorale a été déclaré recevable et transmis à la commission PAJ qui a 48 heures seulement pour le toilettage. Rappelons qu'hier, le débat était vraiment houleux au Palais du Peuple. Pour l'opposition, le texte présenté par le gouvernement ne favorise pas la cohésion nationale. Un avis non partagé par la majorité qui a accepté les réformes de la loi électorale. Je vous propose de suivre les réactions de quelques députés au micro de Tapi Loutounou et Eric Kalambay. Les textes du gouvernement posent des problèmes. Les textes du gouvernement viennent nous imposer des dispositions, des seuils qui vont nous amener à des situations de crise et de conflits partout. La proportionnelle pure a montré ses limites. Et s'il était conseillé qu'on adopte le mode proportionnel au sortir de Sun City, parce que le pays était divisé, qu'il fallait qu'il y ait quand même, dans la réunification du pays, qu'on réunifie aussi plusieurs partis politiques, que les Congolais qui étaient capables de se présenter se présentent et qu'ils soient élus. Et 2 années, je crois que deux mandatures après, il faut changer. Et ce seuil va venir corriger l'indice de représentativité, par exemple. Vous voyez qu'ici, on a une large majorité de députés qui sont élus après l'application du plus fort reste. Alors que ceux qui ont reçu la majorité de voix, parfois sont à l'extérieur, ne siègent pas. La question de la représentativité de la femme. Le 3e alinéa de l'article 13 n'apporte aucune innovation, quand bien même qu'il y a un groupe de mots qui est ajouté, mais ne dit pas si un parti politique, par exemple, ne tenait pas compte de la parité homme-femme sur sa liste, quelle serait la sanction? Le débat est polarisé sur cet article est entré au seuil de représentativité qui est de 3%. Eh ben, bon, les uns et les autres ont bien parlé pour expliquer que c'était pas faisable sur le plan pratique, sur le plan financier, sur le plan politique, même émotionnel au niveau de la population. Comment comprendre que quelqu'un qui était dans une juridiction, il est sorti premier en ordre, et puisque peut-être son parti politique n'a pas atteint ce seuil de 3%. Ce projet était au menu des échanges entre les femmes regroupées au sein du CAFCO avec la Commission électorale nationale indépendante et sont allées faire des propositions sur ce nouveau projet de loi électorale en discussion. Les détails avec Félix Unga. À l'issue de leur atelier de 3 jours, les femmes du cadre permanent des concertations ont soumis au président de la CENI quelques propositions venant de leurs assises sur le projet de loi électorale révisé. Parmi les recommandations des CAFCO figure la prise en compte des listes paritaires de candidats aux futures échéances électorales. Les femmes se sont opposées et sont revenues à la source auprès de l'organe technique du gouvernement qui a présenté la loi pour avoir des éléments de réponse et aussi savoir se mobiliser pour les élections prochaines, évidemment en pensant à modifier la loi pour qu'elle soit favorable à elles.
CAFCO envisage de rencontrer le président de la Chambre basse, Aubin Minakou, pour lui soumettre ses propositions sur le projet de loi électoral en cours d'examen au Parlement. C'est vrai que la CENI ne produit pas les lois, elle ne fait que proposer techniquement. Nous allons solliciter des rendez-vous auprès du président de l'Assemblée nationale et des présidents des commissions au niveau de l'Assemblée nationale pour apporter notre argumentaire sur les propositions d'amendement par rapport à cette loi et aussi mener des actions, des plaidoyers auprès de partenaires pour mobiliser les fonds en faveur de femmes. De son côté, la CENI promet d'accompagner les femmes dans leur démarche. L'organe chargé d'organiser les élections a invité les femmes à s'approprier le calendrier électoral. Une délégation de la communauté de développement de l'Afrique australe est en mission de travail à Kinshasa. Les experts de la SADC ont eu ce mardi une séance de travail avec le patron de la MONUSCO. Au menu, le processus électoral en République démocratique du Congo. Jeunesse estudiantine face aux enjeux de l'heure, c'est le thème d'une matinée d'échange organisée ce mardi par la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie à l'intention des étudiants des différentes institutions universitaires de la capitale. Anita Kangudia de Dukasuba. Ils sont environ 1000 étudiants venus des différentes universités et institutions universitaires de la capitale à prendre part à cette rencontre dite « Échange républicain ». Le débat a tourné principalement autour des enjeux électoraux et l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Le président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Patrick Kanga, appelle la jeunesse à la prise de conscience pour les échéances électorales prochaines. Il était important que pour la jeunesse du PPRD que nous puissions échanger de manière républicaine avec les étudiants pour entendre leurs préoccupations fondamentales, mais aussi pour entendre leur point de vue par rapport à la situation politique actuelle de notre pays. Lorsque nous avons fait cet échange, lorsque nous avons convenu de discuter avec la jeunesse estudiantine, nous avions bien conscience qu'il y aura beaucoup de frustration, mais il y aura aussi beaucoup de propositions et des belles idées qui sont sorties de ce cadre d'échange. À cette occasion, des questions sans tabou ont été posées par les étudiants. Pour sa part, le président des étudiants a salué l'initiative et a souhaité sa pérennisation. Je suis satisfait et j'ai la ferme conviction que le président Patrick a attendu de ses propres oreilles quelle était la réaction des étudiants par rapport à ces forums. Ils l'ont mis devant un défi et je pense qu'en tant que responsable, il fera le nécessaire. Les étudiants ont remis leur cahier de charge au président de la Ligue des jeunes du PPRD, Patrick Kanga. Assassinat des experts des Nations Unies, le procureur canadien Robert Petit est arrivé à Kananga, au Kasaï central. Il est chargé d'appuyer la justice congolaise dans l'enquête sur le meurtre en mars dernier de ces deux experts. Aussitôt arrivé, Robert Petit a eu un entretien avec le gouverneur intérimaire de Kasaï central. Il n'a fait aucune déclaration à la presse. Ouverture ce mardi à Kinshasa de l'atelier de renforcement de capacité des leaders des organisations de la société civile. L'atelier porte sur l'objectif du développement durable 4 lié à la stratégie sectorielle de l'éducation et la formation 2016-2018, une initiative de l'UNESCO. Élisée Mafou. L'objectif de cet atelier, outiller les organisations de la société civile du secteur de l'éducation sur les questions liées essentiellement au domaine éducatif. Un renforcement des capacités destinées à l'élaboration d'un plaidoyer visant la transformation du système éducatif congolais selon les objectifs du développement durable 4. D'ici à l'horizon 2030, reste et demeure un vaste programme qui aligne un collectif d'objectifs que nous devons atteindre. Atteindre les objectifs nécessite qu'on repère les cibles, qu'on se fixe, qu'on mette en place des stratégies nationales, étant entendu que cet ODD 4 ne concerne pas que notre pays. C'est un rendez-vous que se sont fixés les nations. Et donc nous devons nous préparer pour qu'à terme, nous puissions montrer que nous avons effectivement fait des progrès notables en RDC, un système éducatif de qualité
et inclusive. Une initiative qu'accompagne l'UNESCO pour la réalisation des ODD 4. Pour l'ODD 4 et cet engagement vers le nouvel agenda 2030, l'organisation de la société civile a aussi sa part à l'intérieur, donc de mécanismes de veille pour s'assurer qu'il y a une appropriation des communautés et des bénéficiaires dans ce qu'il y a dans l'ODD 4, c'est-à-dire promouvoir une éducation inclusive de qualité pour tous. Ouvert ce mardi, la télé sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile du secteur éducatif va se clôturer le mercredi 29 novembre. Merci pour ce reportage, Élisée Mafou. Merci également de nous donner le reste de l'actualité. Un mot d'économie dans ce journal, dans une communication faite ce mardi. Le ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, annonce la suspension des contrôles économiques jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la décision du Conseil des ministres du week-end dernier. Toutefois, pour prévenir tout comportement de nature à créer la rareté des produits de première nécessité au risque d'entraîner la spéculation sur le prix en cette période des fêtes des fins d'année, Joseph Kapika promet que des missions de surveillance des stocks et des prix pourront à tout moment être réactivées. Aussitôt déguerpies et aussitôt réinstallées, les familles qui passaient la nuit à la Belle Étoile depuis 2 semaines le long de l'avenue Poilour dans la municipalité de Limete peuvent respirer. Elles ont été réinstallées ce mardi au site où elles ont été récemment chassées. Nadima Ifiloa et Gérès Chimak. Après avoir passé environ 3 semaines le long de l'avenue Poilour à Limete, ces familles ont été surprises par la visite du bourgmestre de la commune qui était accompagné du numéro 1 de la police, le général Kassongo Silvano. Sur place, Douglas Nkulu a décidé de les réinstaller de nouveau sur le site appelé Sokopao, une décision saluée par ces familles qui vivaient dans des conditions inhumaines. Le bourgmestre de cette municipalité indique que les autorités ont pris cette décision dans le souci de les protéger contre l'insécurité qui règne sur cette partie de la ville. Des instructions précises et urgentes nous ont été données pour pouvoir rétablir l'ordre. La vie des humains n'a pas de prix. Il s'agissait de pouvoir prendre des mesures conservatoires concernant la sécurité et l'ordre public par rapport à ces populations qu'on ne pouvait pas laisser dans cette situation. Notre problème, c'est de pouvoir sortir les gens sur la voie publique. Maintenant, il y aura certainement des mesures d'accompagnement qui seront prises à d'autres niveaux. Pour l'instant, nous avons évacué les personnes de la voie publique. En attendant de trouver mieux ailleurs, ces familles vont occuper ces sites qui appartiennent à l'ex-ONATRA. En sport, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayo, et son club sont nominés par la CAF respectivement meilleur entraîneur et club de l'année. C'est hier lundi que la Confédération africaine de football a publié sa liste. Les gagnants seront désignés par les membres du comité technique et de développement de la CAF. La remise des prix aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. Voilà tout qui va, monsieur. Merci. En dehors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron a entamé sa première tournée africaine depuis son élection. Ce mardi, il a prononcé devant des centaines d'étudiants le discours de sa politique africaine. C'était à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Il a rendu hommage à Nelson Mandela et Thomas Sankara. Je vous propose de suivre cet extrait de ce discours. Cet avenir que vous osez inventer, vous l'avez reconnu, c'est une formule de Thomas Sankara, à qui je souhaite solennellement rendre hommage. Et je n'aurai pas la prétention ici d'exprimer la complexité et la diversité d'un continent de 54 pays.
ce ne sont plus les barrières de l'Afrique d'aujourd'hui, de la vôtre. Ces barrières entre une Afrique francophone ou une Afrique anglophone, entre une Afrique du Nord et une Afrique subsaharienne, entre une Afrique d'ailleurs francophone et lusophone aussi, toutes ces barrières-là sont artificielles, elles ne viennent que plaquer en quelque sorte un passé qui doit passer. Je suis comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid. C'est cela, l'histoire de notre génération. Mais pour que l'Union africaine soit en effet plus présente et plus crédible encore, il faut ces forces régionales militaires crédibles, construites, organisées, comme celles que nous sommes en train d'édifier pour le G5. Le président de la République française n'a pas expliqué dans un pays africain comment on organise la Constitution, comment on organise les élections ou la vie libre de l'opposition. Je n'attends d'ailleurs pas cela d'un président africain pour ce qui concerne l'Europe. Et puis, Uhuru Kenyatta a été investi ce mardi président du Kenya pour un second mandat. Il a prêté serment en compagnie de son vice-président William Ruto. Son investiture met fin à une longue période d'incertitude électorale dont le pays sort profondément divisé. Uhuru Kenyatta a prêté serment en présence d'une dizaine de chefs d'État, dont le Rwandais Paul Kagame et l'Ougandais Yoweri Museveni. Ce journal est terminé. Bonne suite de programmes sur nos antennes. À demain.